Je recommence. Ouais. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce premier webinaire dédié au nom de domaine NFT proposé par Solid Names. On est ravis avec Anthony de pouvoir vous présenter donc, ces sujets-là ce matin. Vous êtes très nombreux à être inscrits parmi vous, donc pas mal de clients et de cabinets juridiques avec qui on a l'habitude de travailler. On va débuter ce sujet, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, par présenter rapidement Solid Names. Donc, Solid Names, aujourd'hui, c'est une société dont le cœur d'expertise est les noms de domaine Internet. On va zoomer aujourd'hui sur la partie NFT. Nous sommes donc 6 collaborateurs. La société est basée à Bordeaux et nous proposons tout un service, toute une série de services autour des noms de domaine. Donc, il y a la partie surveillance, détecter un nom de domaine reprenant une marque, la capacité à suivre un nom de domaine spécifique avec la prestation CQRL. On est également bureau d'enregistrement HNIC donc pour gérer des noms de domaine et on propose également de la récupération de noms, que ce soit par des rachats ou des backorders. Par contre, on ne fait pas du tout de pré-contentieux, c'est nos cabinets juridiques partenaires qui réalisent ce type d'opération. Enfin, on a 2 pôles un peu plus récents pour la valorisation des noms de domaine, c'est pour aider nos clients à vendre, entre autres, des noms de domaine qui ne leur servent plus. On a ces possibilités-là et ces nouvelles missions. Donc, le sujet du jour, c'est les noms de domaine NFT. Et donc, on va vous présenter ce sujet en particulier, vous expliquer un petit peu comment va fonctionner ce webinaire dans les minutes à venir. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ce webinaire, vous avez normalement la possibilité de poser des questions dans un onglet prévu à cet effet. Donc, je vous invite à le faire. Vous pouvez également voter pour des questions que vous jugez plus intéressantes. On les traitera par écrit pendant la présentation ou à la fin à l'oral. Mais je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet, de commencer par un chiffre. C'est 930 milliards de dollars. Il s'agit de la valorisation actuellement de tout ce qui est crypto-monnaie, jetons, NFT sur les différentes blockchains mondiales. Donc, c'est un phénomène qui est en train de prendre une ampleur considérable. Tout ça a commencé en 2009 avec une première blockchain qui est la blockchain Bitcoin. Donc, ça a créé de nouveaux usages, de nouveaux outils, également de nouveaux risques pour les marques et leurs titulaires. Donc, ce qu'on va voir dans cette présentation, c'est une présentation générale des blockchains et puis aussi un focus particulier sur les noms de domaine NFT, comment les réserver, quelles sont leurs utilisations et également le volet surveillance et récupération de ces fameux noms de domaine NFT. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec d'abord quelques notions et concepts de base. Qu'est-ce qu'une blockchain ou chaîne de blocs? Donc, il s'agit avant tout d'un registre distribué infalsifiable. Donc, un registre, c'est un document dans lequel on va pouvoir enregistrer notamment des transactions. Donc, historiquement, ce sont des transactions, par exemple, du Bitcoin, avec toutes les opérations de transfert d'un compte A à un compte B. C'est un registre qui est distribué, c'est-à-dire que cette base de données-là, elle est présente en de nombreuses copies sur un ensemble d'ordinateurs qui vont former le réseau de cette blockchain. Ce que vous pouvez imaginer pour visualiser le fonctionnement de ce réseau, si vous vous rappelez, sont les logiciels de partage de fichiers peer-to-peer, Casa, Imul, etc. Bon, historiquement, le partage qui était fait, c'était des films ou des fichiers MP3. Et bien là, dans une blockchain, on va partager ce registre qui va contenir en fait une succession de blocs qui vont être ajoutés au fur et à mesure et qui va être partagé entre tous ces ordinateurs qui sont connectés au réseau et qui constituent cette blockchain. Donc, une blockchain, on en attend certaines qualités. La première d'entre elles, c'est d'être décentralisée. Donc, c'est-à-dire que ce réseau peer-to-peer d'ordinateurs, en fait, va permettre de distribuer, de rendre disponible cette blockchain à tous les clients qui veulent y accéder. Ça lui apporte une deuxième caractéristique qui est la résilience. C'est-à-dire que, étant composé d'un grand nombre d'ordinateurs, si on a des pannes sur certains d'entre eux, c'est pas grave, le service peut quand même être rendu par tous ceux qui restent actifs à un instant T.
Troisième caractéristique et qualité requise, c'est la traçabilité. Le but du jeu, c'est de permettre à tous les acteurs du réseau de pouvoir vérifier le contenu des différents blocs et de pouvoir vérifier des transactions pour en vérifier notamment l'intégrité, puisque là, on parle, dans le cas de Bitcoin, de transactions financières. Et donc ça implique également une intégrité. L'intégrité, c'est le fait de pouvoir rendre infalsifiables les données qui sont stockées dans cette blockchain pour qu'on ne puisse pas, qu'un acteur malveillant puisse par exemple modifier le montant d'une transaction. Cette intégrité-là, elle va reposer en fait sur deux notions importantes qui sont des notions informatiques et mathématiques, qui sont deux grandes familles d'algorithmes de cryptographie. Donc la première d'entre elles, ça va être ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. C'est le fait d'associer à un compte utilisateur sur une blockchain, donc vous, moi, en tant qu'utilisateur de la blockchain, un couple de clés publiques et de clés privées. La clé privée, elle va me servir lorsque je veux émettre une transaction, par exemple un transfert d'argent vers un compte tiers, de signer ma transaction. Et ma clé publique, disponible à tous les autres acteurs du réseau, va permettre de vérifier qu'il s'agit bien de mon compte qui a émis la transaction. Donc, cette première partie de cryptographie asymétrique, elle permet d'authentifier les transactions, comme sur cet exemple-là, une transaction de X, d'un compte X vers le compte Y, elle aura été signée avec la clé privée du compte X et elle pourra être vérifiée par tous et donc authentifier la transaction. La deuxième famille de fonctions mathématiques mises en œuvre dans la blockchain, ce sont des fonctions de hachage. Donc, une fonction de hachage, c'est une fonction informatique qui va permettre, à partir de toutes les données d'un bloc, d'en calculer une empreinte, une signature. On peut prendre l'analogie de l'empreinte digitale chez les êtres humains. Un être humain, c'est quelque chose de très complexe, défini par notamment son ADN. L'empreinte digitale, elle est très petite comparée à ce volume de données, mais par contre, elle est très efficace parce qu'elle identifie de manière unique un être humain. Mais on a la même chose avec ces fonctions de hachage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, donc, lorsqu'on crée un nouveau bloc, calculer ce qu'on a en bas en noir, ici, une signature un hash cryptographique qui sera modifié nécessairement si le moindre octet à l'intérieur du bloc est modifié. Et cette signature, elle est utilisée pour chaîner un nouveau bloc avec son bloc parent. Dans les blockchains qu'on connaît, le calcul de ce hash cryptographique, il est rendu suffisamment complexe pour avoir besoin d'une puissance de calcul telle qu'un seul acteur sur la blockchain ne puisse pas réécrire un ensemble de blocs et que ce soit la puissance globale de la multitude d'acteurs qui participent à la blockchain qui garantissent le fait qu'on ne puisse pas falsifier les informations qui sont présentes dans la chaîne. Pour réaliser ce travail de vérification et de côté opérationnel de la blockchain, les acteurs sont rémunérés en général avec une monnaie spécifique à chaque blockchain. Donc là, on a des exemples de blockchain les plus connus, donc l'historique blockchain du Bitcoin, avec sa valorisation actuelle en milliards de dollars. On a la blockchain Ethereum, qui existe depuis 2014, et puis d'autres exemples plus récents, comme la blockchain Polygon, qui est une copie de la blockchain Ethereum, mais qui a un coût de fonctionnement moins élevé. Et puis, par exemple, la blockchain Solana, qui a été également créée récemment. Donc, des blockchains publiques, on en compte quelques dizaines à quelques centaines. Et sur ces blockchains-là, on va avoir diverses crypto-monnaies ou jetons ou NFT. Alors, la frontière peut être parfois floue et on a différents chiffres, mais on peut garder en tête qu'à l'heure actuelle, on a entre 10 et 20 000 crypto-monnaies actives qui s'échangent donc sur les marchés. Alors, faisons un petit focus sur Ethereum, qui est une blockchain un peu particulière et qu'on peut voir comme vraiment une évolution très importante en termes de fonctionnalité par rapport à Bitcoin. Il faut voir la blockchain Ethereum non pas comme un simple registre distribué où on comptabilise des transactions d'échange de compte à compte pour une crypto-monnaie, mais là, on a affaire à réellement un ordinateur mondial. Donc, on a
certes, cette blockchain Ethereum qui est répliquée sur chacun des nœuds qui participent au réseau, ça reste vrai. Mais par contre, ça introduit autre chose, c'est la notion de smart contract. C'est-à-dire que c'est un programme qui va être exécuté par le réseau et l'exécution de ce programme va modifier l'état de la blockchain pour y écrire de nouvelles transactions, de nouvelles informations. Donc ça a permis de nouveaux usages très divers. Alors, cas d'utilisation des smart contracts, bien sûr, des paiements en crypto-monnaie, des échanges de transactions sur certaines crypto-monnaies, mais d'autres types d'utilisation, comme par exemple authentifier des documents. Dans le domaine de l'API, d'ailleurs, le fait de stocker les preuves d'usage pour les marques, il y a des solutions qui se basent sur des blockchains pour réaliser ça. On peut aussi imaginer des opérations, des programmes de sondage ou de vote, puisque cette blockchain, elle permet une transparence, de garantir par exemple l'unicité d'un vote, etc. Donc la taille de la blockchain, elle fait un peu moins de 1 téraoctet de données. Donc c'est une donnée qui est par exemple l'espace disque qu'on va retrouver sur un ordinateur portable classique aujourd'hui. Ce réseau, il est composé d'environ 9000 nœuds complets, donc qui chacun dispose d'une copie de la blockchain intégrale. Donc la résilience, là, on l'a, puisque si on perd une centaine de serveurs, il en reste quand même une quantité importante pour rendre le service. Faisons maintenant un focus sur cette notion de bien fongible et non fongible. Donc pour vous, juristes, c'est des concepts qui sont très clairs. Pour les disons informaticiens ou techniciens, c'est une notion en fait qui mérite d'être définie et qui est définie de manière formelle également dans la blockchain Ethereum. Donc un bien fongible, c'est un bien qui est déterminé seulement par sa qualité et sa quantité et qu'on peut échanger contre un autre bien de même genre et quantité. Exemple, des céréales, des matériaux de construction ou même les pièces de monnaie par exemple, puisque 1 euro, une pièce de 1 euro est échangeable contre une autre pièce de 1 euro. On parle ici de bien fongible. Un bien non fongible, qui donne le nom de NFT dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, il est défini par des caractéristiques propres, par exemple un bien immobilier ou une œuvre d'art qui ne sont pas interchangeables au même titre que les pièces d'euros. Donc Ethereum, elle définit des interfaces standards pour ces contrats qui vont manipuler soit des jetons fongibles avec l'ERC20, soit les fameux jetons non fongibles, les ERC 721. Donc, ces interfaces, en fait, c'est les qualités requises, les clauses que doivent permettre de garantir un contrat informatisé pour opérer un NFT. Donc, on va voir ici que on parle de fonctions informatives, mais on doit être capable, si on opère un NFT, de pouvoir donner l'inventaire des jetons détenus par un utilisateur. On va devoir pouvoir donc identifier le propriétaire d'un jeton en particulier. Et également, on a, par design, des opérations qui doivent permettre de garantir le transfert de ce jeton d'un compte vers un autre et qui garantissent même que ces opérations elles peuvent être effectuées par un tiers de confiance préapprouvé. Donc, si on résume, un NFT, dans la terminologie Ethereum, c'est uniquement un numéro d'identification très long auquel on va pouvoir ajouter des caractéristiques additionnelles en fonction des usages. Donc, voyons quelques exemples d'utilisation de ces NFT. Rappelez-vous que par défaut, c'est simplement un identifiant unique, la capacité de faire des transferts et la capacité de le faire également par des tiers de confiance. Donc ça a été appliqué dans différents domaines. Donc dans le domaine de l'art contemporain, on a des collections qui ont été d'œuvres physiques qui ont été créées avec leur double virtuel sous forme de NFT. Les utilisateurs, les propriétaires pouvaient choisir par exemple de ne conserver que la version numérique ou de se faire livrer l'œuvre physique. Et la deuxième copie était systématiquement détruite. On a également tout un ensemble de cartes à collectionner, dont le premier exemple historique, ce sont les CryptoKitties ou CryptoChats. Donc là, il s'agit d'un jeton NFT, donc 50 000, une collection de jetons de 50 000 jetons différents, auxquels on a associé
une apparence, disons, qui se représente sous forme d'image et qu'on peut ensuite donc échanger. Dans le domaine de la musique, on peut citer un exemple français, par exemple, avec le rappeur Booba, qui a émis 6 cartes avec une représentation visuelle, chacune tirée à 5000 exemplaires. Et celle-là donne en plus accès à des privilèges, entre guillemets, c'est-à-dire l'accès à des titres en exclusivité, et notamment l'accès au live du concert qui avait été donné donc, au Stade de France le mois dernier. Dans le domaine du sport, on peut citer Sorare, qui est une licorne française, qui en fait transpose le concept des vignettes Panini dans le domaine du Web3. Donc, il s'agit de collections de vignettes de sportifs avec lesquelles on peut jouer, c'est-à-dire qu'on constitue une main et puis on va affronter d'autres joueurs. La particularité, c'est que la valeur des cartes, elle est indexée sur les performances réelles des sportifs. Donc, les cotes varient en fonction des performances réelles des joueurs. Et puis, on peut également citer les mondes virtuels, le métavers, etc., avec tout ce qui va être immobilier dans les mondes virtuels. Ça va être représenté par un NFT, objet virtuel qu'on peut s'échanger ou acheter dans ces mondes-là, et également les noms de domaine, qu'on verra un peu plus en détail après. Comme on l'a vu avant, le NFT, il introduit d'emblée la notion de transfert. Donc, il y a des plateformes de second marché qui sont très actives pour les échanges de ces différentes catégories de NFT. On peut citer quelques-unes, OpenSea, Rarible, SuperRare. Donc, voyons maintenant l'utilisation de ces NFT appliquée spécifiquement au nom de domaine. Il s'agit ici donc d'associer à cet identifiant unique qu'est le NFT un label et une extension, comme pour les noms de domaine classiques Web 2. L'usage principal, donc on a un exemple ici d'un NFT domaine pour SolidNames, le solidnames.eth que nous avons déposé. Son rôle principal à ce domaine NFT, c'est de faire une association qui est facilement mémorisable entre une donnée très technique, l'adresse du portefeuille Ethereum de SolidNames, qui est normalement exprimée avec cette suite de chiffres et de lettres, 0x30, 0x30, etc., de le remplacer et de l'associer avec un nom plus facilement mémorisable, en l'occurrence le solidnames.eth. C'est exactement la même finalité que les noms de domaine classiques, où on associe un nom de domaine à une adresse IP pour accéder à un serveur de messagerie ou à un site Internet. Un des deuxièmes usages, c'est de pouvoir associer à un nom de domaine, un NFT, des adresses du Web 2, c'est-à-dire adresse email, URL de site, etc. Donc ça fait penser un petit peu au Pointel. On a cette utilisation-là. Et il y a un troisième usage qui est le fait de pouvoir associer un site web dit Web3 qui se présente à peu près comme un site web classique qu'on peut voir dans un navigateur, mais qui a quand même des caractéristiques très différentes. Et notamment le fait que c'est hébergé sur un autre système peer-to-peer qui s'appelle l'IPFS, pour Interplanetary File System, et donc on n'a pas d'hébergeur central comme on peut l'avoir dans le web classique, mais le contenu du site est hébergé sur un réseau peer-to-peer avec une multitude de copies, ce qui le rend résistant à la censure. Donc ça, c'est un des usages aussi importants de ces NFT domains. Pour consulter un tel site, il faut installer des petits plugins sur vos navigateurs ou bien passer par des passerelles qui font la conversion entre un nom de domaine classique et donc le nom de domaine NFT. Par exemple, le site, la page d'attente que nous avons mis en place sur solidnames.eth, vous pouvez la consulter sur l'adresse https://solidnames.eth.limo, qui est un UGTLD qui est utilisé pour remplir ce service de passerelle. Alors, parmi les noms de domaine NFT, il y a plusieurs extensions. On va parler de celles qui sont les plus répandues actuellement. Donc, la première est le .eth, c'est celui qui compte plus de 2 millions de noms de domaine enregistrés auprès de 500 000 titulaires. Elle est basée donc sur la blockchain Ethereum et le prix d'achat auprès du registre est de 5 $. On retrouve un mode de fonctionnement comme un nom de domaine classique, c'est-à-dire qu'il s'enregistre pour une période minimale de 1 an et que vous pouvez le renouveler, mais vous pouvez faire aussi des dépôts sur plusieurs années.
À côté de cette extension historique, on a toute une série, le point crypto, le point wallet, le point Bitcoin, le point NFT, le point blockchain, qui sont opérés par Unstoppable Domain. Donc qui compte aussi plus d'1 million de noms de domaines enregistrés dans ces différentes extensions. Unstoppable Domain fonctionne, lui, avec la blockchain, donc Polygon, qu'a évoqué Anthony tout à l'heure. La politique tarifaire est un petit peu différente, donc il y a des premiers prix à $10, hein, comme le point blockchain, mais on voit qu'il y a la majorité sont à $20, comme le point Bitcoin, et que le plus cher est le point X à $100. Par contre, il n'y a pas de politique de renouvellement. Le nom de domaine est entre guillemets à vie. Alors après, il faut se méfier de ce concept à vie. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez peut-être du point XXX lors de son lancement qui était normalement bloqué à vie avec une durée minimale de blocage qui était de 10 ans. On a vu que après son lancement donc en 2011 et la fin de cette période de blocage en 2021, c'était devenu finalement un nom de domaine classique avec des rabattements. Donc à voir si cette politique tarifaire du one-shot sera conservé ou non par Unstoppable Domain. Ensuite, au niveau du pricing, il s'agit des prix publics, donc indiqués sur les prix de registre. Par contre, ces registres ont une politique de nom premium. Alors, quelle est cette politique de nom premium? C'est souvent les noms qui vont être courts, qui vont être plus chers, avec des variations qui peuvent être assez importantes. Hein. Si on prend le point X, par exemple, on peut être sur des noms de domaine de 3 caractères à plus de $25 000 avec une qualification de premium. Cette notion de premium, on la retrouve pour les noms courts, plus c'est court, plus c'est cher, mais on va l'avoir aussi sur des termes un petit peu génériques, descriptifs, donc des mots du dictionnaire vont souvent être vendus plus cher, et donc on retrouve quelque part le fonctionnement qu'on peut avoir sur les nouvelles extensions Internet qu'on les connaît maintenant depuis presque 10 ans, où certains noms qui sont qualifiés comme premium sont vendus plus cher. Alors, comment faire aujourd'hui une recherche de disponibilité parmi ces noms de domaine NFT? Il y a plusieurs solutions qui sont mises à votre disposition. Oui, donc la première approche, ça va être d'aller interroger individuellement les sites web des registres. Donc là, vous avez répertorié ceux d'Unstoppable et celui de NS pour le point ETH. La limite ici, c'est qu'on est souvent contraint à une recherche à l'identique et qu'il faudra la répéter sur chacun des registres existants actuellement ou à venir, sachant que de nouvelles extensions peuvent être créées dans le futur. Une autre approche, ça va être de se baser donc sur les moteurs de recherche des plateformes d'échange, puisque tous ces noms de domaine sont des NFT, donc ils peuvent se transférer, donc on peut facilement automatiser leur inventaire et le fait de les échanger. Donc il y a une plateforme comme OpenSea qui permet de faire des recherches via un moteur, qui lui est limité donc à l'identique et à une recherche préfixe, donc seulement ce qui va commencer par le nom recherché. Par contre, ça va permettre de couvrir les différentes extensions existantes chez Unstoppable ou chez ENS. Alors, face à ces limites techniques, on a créé un produit au sein de Solidem qui permet de faire donc une recherche parmi les noms de domaines déposés dans ces différentes extensions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin en fait dans le terme de paramétrage, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'identique à la marque contenant la marque, donc associé avec un autre terme, et également à l'approchant strict, c'est-à-dire avec les problématiques de typo-squatting par exemple. Donc c'est un livrable qui est disponible au format Excel, mais également donc par mail. Et là, vous avez un exemple d'une recherche qui a été faite sur le terme solide. Et je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, le premier nom de domaine qui ressort, il est un petit peu particulier dans le sens où il a un émoticône, donc parce qu'il est possible techniquement d'enregistrer des noms de domaine avec des émoticônes, donc comme on le voit ici. Ce que vous allez avoir dans ce livrable, hein, c'est le nom de domaine qui a été détecté, la date de création, ainsi que l'adresse du wallet du créateur du nom de domaine. Et donc, c'est une recherche d'antériorité qui est proposée par Solidem, c'est à 96 € sur l'ensemble des extensions avec ce paramétrage élargi par rapport à ce que peuvent proposer les plateformes en mode gratuit. Alors, vous pouvez peut-être être intéressé sur comment déposer un nom de domaine NFT. Donc, on va vous expliquer comment vous pouvez le faire en direct et puis aussi les solutions que propose Solidem à ce titre. Donc, pour procéder à un dépôt, en fait, il y a différentes étapes à respecter en priorité. Donc, rappelons-nous qu'on est sur
sur des blockchains qui peuvent être différentes. Donc, il faut tout d'abord disposer d'un compte pour vous identifier en tant que propriétaire du NFT correspondant. Donc, il faut d'abord créer un compte sur la blockchain qui va correspondre à l'extension que vous ciblez. Ethereum pour un .eth ou sur Polygon pour une des extensions d'Unstoppable. Il faut ensuite créditer ce compte en crypto-monnaie pour pouvoir rémunérer le registre avec ses frais d'enregistrement. Et puis, également tous les acteurs qui vont opérer en fait la transaction de dépôt. Donc, c'est ce qu'on appelle ce sont des frais de gaz en fait qui vont rémunérer le fait d'enregistrer une nouvelle transaction dans la blockchain. Et puis ensuite, là, vous êtes prêt à procéder au dépôt sur le site du registre. Donc, il y a quelques risques à avoir en tête sur ces opérations et sur leur nature. La première, c'est rappelez-vous que sur la blockchain, donc, vous êtes identifié grâce à votre compte et à vos clés publiques et clés privées qui vous permettent d'authentifier votre transaction et de vous identifier en tant que titulaire du NFT. Si vous perdez cette clé privée, qui est la seule à vous authentifier sur la blockchain, vous perdez le contrôle de votre portefeuille de nom de domaine NFT. Sur les blockchains, il n'y a aucun support client, pas de processus de récupération de mot de passe ou de clé. Donc ça, c'est vraiment crucial d'avoir une gestion sécurisée en fait de ces identifiants, en tout cas de l'identifiant ou des identifiants qui vont procéder au dépôt effectif de ces noms. Ensuite, on est sur des paiements en crypto et on n'a pas nécessairement chez tous les opérateurs la possibilité d'obtenir une facture. Donc le traitement comptable et l'enregistrement de ces pièces comptables, c'est encore un petit peu un challenge pour pas mal de cabinets comptables, y compris le nôtre. Et puis ensuite, il y a une anticipation des coûts, des coûts variables qui peuvent changer d'un dépôt à l'autre pour un nom de domaine avec des caractéristiques similaires. D'abord, vous avez une fluctuation des cours de la crypto qui va être employée pour régler en fait l'enregistrement. Vous allez avoir aussi une fluctuation du prix du gaz parce qu'une transaction donnée, on va pouvoir, il y a un mécanisme d'offre et la demande qui fait que le fait d'être prioritaire pour que sa transaction passe, il va falloir payer plus ou moins cher en fonction du moment. Et puis, les opérations de modification, le fait par exemple pour un nom de domaine NFT d'affecter vos adresses web 2 classiques et de les écrire dans la blockchain, ça occasionne des frais aussi de transaction qui peuvent s'avérer coûteuses. Donc, si on prend un exemple, celui du dépôt et de l'utilisation de solidnames.eth, les différentes étapes avec la décomposition des prix et des coûts, on va avoir la création du wallet, donc la création de notre compte pour être identifié en tant que propriétaire de ce nom de domaine. Ça, c'est gratuit. Ensuite, il faut créditer ce compte en crypto-monnaie, donc faire un change entre des euros et des Ethereum. Là, il y a des frais qui sont prélevés par ces plateformes d'échange qui sont déjà appliqués. Ensuite, le smart contract de NS agit en 2 étapes. Il y a une étape de préenregistrement qui permet de vérifier que quelqu'un d'autre n'a pas émis un ordre de dépôt pour le même identifiant. Donc ça occasionne pareil des frais de transaction. Et ensuite, on a réellement la transaction d'enregistrement. Donc, tout à l'heure, on avait un prix affiché à 5 $ par an. Nous, on l'a déposé pour 5 ans parce que ce qu'on voit en face, c'est que le fait d'enregistrer cette transaction, donc de mémoriser dans la blockchain cette transaction de dépôt au nom de Solidnames pour solidnames.eth, ça occasionne des frais de gaz importants. Et puis après, on se sert de ce nom de domaine NFT pour y associer des contenus, donc 6 enregistrements pour notre adresse mail, l'adresse de notre site, etc. Et puis, la publication de l'adresse de notre site Web3. Bref, sur une utilisation classique de ce nom de domaine NFT, on se retrouve à avoir payé 28 $ au registre et plus de 68 $ au réseau pour pouvoir opérer les différentes transactions qui dépassent le simple enregistrement. Donc ça change par rapport à ce qu'on fait avec les noms de domaine classiques. Sur la période où on a fait ce test, en un mois, on voit que le cours de l'Ethereum a chuté de 33%, donc ce qui est quand même assez significatif et qui rend difficile en fait la prévision du coût d'un enregistrement pour un portefeuille de nom de domaine NFT. Alors aujourd'hui, Solidnames nous propose l'enregistrement de noms de domaine dans ces extensions qu'on vient de voir. Donc comment on a décomposé nos prix? Donc il y a le prix d'achat auprès du fournisseur, donc ENS ou Unstoppable Domain, ça qu'on a évoqué.
Il y a les frais de gaz, donc qui peuvent varier. C'est l'équivalent des frais de transaction qu'on évoquait. Et on va avoir des honoraires donc, de ce Solidem, c'est à hauteur de 96 euros pour cette opération-là. Comme l'évoquait Anthony, ça peut être intéressant sur un ENS qui propose des enrichements sur plusieurs années, de le bloquer sur 5 ou 10 ans et payer en fait une seule fois les frais de gaz. Si vous êtes sur du renouvellement, il va falloir renouveler chaque année ces frais de gaz qui peuvent varier de façon très, très importante d'un point de vue tarifaire. Au niveau des enregistrements, c'est des enregistrements que nous faisons en tant que proxy pour éviter toutes les étapes qu'a évoqué Anthony, c'est-à-dire que vous n'avez pas à créer votre wallet en crypto-monnaie, à effectuer tous ces échanges-là. Si on fait le parallèle avec les noms de domaine classiques, c'est comme si vous enregistrez le nom de domaine avec un trustee, avec une présence locale, si on fait le parallèle, comme je le disais, avec les noms de domaine classiques. Donc, nos honoraires sont 96 euros pour ces éléments-là. Et si vous souhaitez publier du contenu, comme on a pu le faire, ce qui peut être intéressant quand même pour vous permettre aussi d'identifier les noms de domaine qui vous appartiennent, donc on a des honoraires qui sont de 48 euros par modification, plus les frais de transaction qu'on évoquait, donc les fameux gas fees. Alors, comment détecter en fait les enregistrements de noms de domaine dans les extensions NFT qui reprendraient votre marque? À ce titre, on a créé deux produits, donc Solidem, qui sont NFT Alert et NFT Monitoring. Pour ceux qui utilisent déjà nos services, c'est très proche en fait de ce qu'on peut proposer sur les noms de domaine classiques. Ça reprend les produits entre autres Brand Alert et CQRL. Alors le NFT Alert a pour principe d'un contrôle quotidien où tous les jours, on va contrôler les nouveaux enregistrements qui reprennent la marque, même principe, identique, contenant, approchant. Ces résultats vont être délivrés par mail. Vous avez un exemple ici avec des noms qui ont été déposés fin septembre, un Solid Surface par exemple, .th, en enregistrement. Vous allez avoir donc ces résultats qui sont disponibles sur votre extranet et également par mail avec le nom de domaine, l'adresse wallet du titulaire, la date d'enregistrement. Aujourd'hui, nous couvrons donc les extensions qui sont présentées, les majeures, donc le .eth et les extensions d'Unstoppable Domain. Au niveau du tarif, nous sommes sur le même tarif que Brand Alert, c'est-à-dire 1 euro par jour, donc soit 365 euros par an, ce qui vous permet de faire du prorata temporis en termes d'abonnement au sein de nos services. Si vous avez un nom de domaine sensible, je ne sais pas, un Amazon Prime.crypto par exemple qui serait enregistré, vous dites « Oh, celui-là, je veux le surveiller », on a décliné le concept de CQRL pour les noms de domaine classiques en NFT Monitoring à 10 centimes par jour comme CQRL, où tous les jours, on va contrôler en fait le nom de domaine NFT pour voir comment il évolue. Tout ça va être archivé, horodaté sur votre extranet client et vous allez être alerté en cas de modification. Donc, ça peut être une nouvelle transaction, ça peut être un changement de titulaire ou bien le réabonnement du nom de domaine ou son abandon si on prend le cas particulier des noms de domaine en .eth opérés par le registre EMS. Alors, une fois qu'on a fait une recherche, une fois qu'on a surveillé des noms, on peut se dire mais comment je vais faire pour le récupérer. Et là, c'est pas très évident, en tout cas d'un point de vue juridique. Donc, il y a eu beaucoup de presse ces derniers jours sur ces sujets-là. Attention, menaces pour les marques et noms de domaine NFT, avec un phénomène de cybersquatting spéculatif qu'on croyait terminé et on se retrouve un petit peu comme dans les années 90 à l'époque des noms de domaine en .com où il n'y avait pas encore de procédure extrajudiciaire qui était en place avec des gens qui enregistraient des marques dans l'espoir de le revendre plus cher auprès des marques. Mais ce scénario aujourd'hui il existe de cybersquatting spéculatif. Anthony, tu peux en parler un petit peu? Oui, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est un extrait des résultats d'une des plateformes qu'on évoquait tout à l'heure, donc une recherche de disponibilité sur Amazon, tout court. On voit ici qu'on a eu des dépôts qui ont été réalisés sur des Amazon Outlet.crypto, Amazon Prime.crypto, avec sur ces plateformes-là, bien sûr, le fait de pouvoir vendre et transférer le NFT en question. À des prix assez élevés, 10 Ethereum, le cours actuel, il est à peu près à 1300 $. Donc, voilà, celui-là est à vendre pour 13 000 $. Donc, c'est un phénomène qui est massif. Voilà. Et au final, quels sont les risques alors pour un NFT domaine? Le risque principal, c'est la confusion avec les adresses de paiement, puisque le but premier, c'est d'identifier un compte pour y adresser une transaction ou un paiement en crypto-monnaie. Donc ça va permettre, et c'est probablement déjà le cas, et ça va être
disons, avec la démocratisation de l'utilisation de ces paiements, ça va prêter le flanc à des attaques par des cybercriminels pour monter des scénarios d'arnaque où en l'échange d'un bien hypothétique, on demande un paiement sur une adresse pseudo-officielle basée sur ces NFT domaines. Et puis également, dans le Web3, il y a des usages futurs, comme dans le métavers par exemple, où finalement, ça va être l'adresse officielle d'une marque qui va être cybersquattée et donc utilisée dans ces mondes virtuels. Alors aujourd'hui, c'est pas évident d'avoir des recours juridiques liés en fait à ces noms de domaine NFT. Comme on l'a expliqué au préambule, c'est un système qui est décentralisé. Donc il n'y a pas d'ICANN qui peut, comme dans les noms de domaine classiques, qui va valider en fait les différentes extensions officielles, ce qui entraîne parfois des scénarios assez compliqués. Notamment, on a eu récemment un nouveau point wallet qui était porté par un autre registre qu'Unstoppable. Bon, ils ont finalement trouvé un accord en faveur d'Unstoppable, mais on n'a pas de procédure extrajudiciaire, par exemple, de type UDRP qui peut fonctionner. Alors, toutefois, il y a quand même quelques solutions pour contacter le titulaire, par exemple. Oui, donc sur ces blockchains, c'est le cas notamment pour Ethereum. Quand bien même vous ne connaissez pas l'identité du titulaire d'un nom litigieux, vous pouvez utiliser des services de messagerie qui se développent et donc vous pouvez adresser en tout cas un message de mise en demeure ou une proposition de rachat en utilisant ces services-là. Vous pouvez également enquêter pour trouver en fait d'autres transactions émises par le même compte et éventuellement retrouver des traces d'adresses Web 2 sur ces différentes blockchains, donc mail, site web, etc. avec un outil que je vous ai indiqué ici, donc qui va être spécifique à chaque blockchain. Donc ici, c'est Etherscan pour la blockchain Ethereum et vous avez Polygon Scan pour la blockchain Polygon. Pour retracer et identifier, bien sûr, le pseudonymat engendré par ces adresses qui sont simplement cryptographiques, ça rend difficile l'identification du titulaire réel. Il y a des moyens d'enquête et notamment de voir si, au-delà des adresses Web 2, vous pouvez remonter jusqu'à une plateforme d'échange. C'est là où on va convertir les Ethers en euros, par exemple. Donc, ces noms-là, c'est Binance, Coinbase ou Kraken. Et donc, identifier l'activité d'un compte litigieux sur ces plateformes-là, ça peut éventuellement, et ça, je parle sous votre contrôle à vous parce que je n'ai pas de compétences juridiques particulières, mais demander à ces plateformes, sous certaines conditions, peut-être de vous divulguer les informations liées au titulaire du compte chez la plateforme. Voilà, et ensuite, une fois que vous avez accès, établi la connexion avec le titulaire, vous pouvez soit opérer un transfert, soit obtenir un accord pour une opération de burn, donc c'est-à-dire on a la capacité également de faire disparaître un NFT ou de le transférer sur un compte inaccessible qui garantira que il n'y aura pas d'acte malveillant avec le nom en question. Alors, au niveau quand même des actions, au niveau des marques, les marques peuvent aussi signaler auprès des différentes plateformes le fait que des noms sont à vendre pour essayer d'obtenir un retour de la plateforme. Et on voit que les plateformes qui commencent à être de plus en plus proactives quand même par rapport aux marques. Vous avez ici une recherche sur Fnac où on se rend compte qu'il y a un statut un petit peu spécifique sur Fnac avec plein de noms qui sont en statut protégé. Et quand on veut en savoir plus, en fait, le Unstoppable Domain ici propose de s'identifier comme étant la marque pour pouvoir accéder à l'enregistrement de ce nom de domaine comme Fnac.crypto. Donc par défaut, la marque va être protégée. Alors quand on essaie de se renseigner sur pourquoi c'est protégé et pourquoi d'autres noms ne sont pas protégés, la définition et le retour est un petit peu vague. Ils disent que les domaines protégés sont des domaines qui, selon nous, sont associés à une marque. Quand on creuse un petit peu plus, en fait, on se rend compte que c'est sur la base des marques enregistrées à l'USPTO que cette protection se fait. Ce qui peut être aussi particulier, c'est qu'il y a certains noms de marques qui vont être aussi vendus à des noms premium, à des tarifs premium. Comme on a vu tout à l'heure les noms courts ou les noms descriptifs, parfois, certains registres vendent plus cher des noms de marques qu'ils considèrent comme étant premium. Donc l'accès à ces noms est un petit peu plus régulé depuis certains mois, mais parfois à des prix un petit peu plus élevés. Donc à ce titre,
Nous, aujourd'hui, on propose le rachat de nom de domaine NFT. Hein. On va procéder comme pour un rachat classique, quelque part, c'est-à-dire qu'on va prendre le titulaire, on va prendre contact avec lui. Là, vous avez Truffaut.eth, par exemple, qui a été enregistré par quelqu'un, mais on peut faire une offre de rachat. On a vu sur l'autre slide tout à l'heure qu'il y avait parfois des prix fixes qui étaient fixés. C'est comme le second marché des noms de domaine classiques. Donc, notre offre est identique au nom de domaine classique, c'est-à-dire qu'on a 200 € d'honoraires uniquement en cas de rachat abouti, auquel il faut racheter le prix du rachat du nom de domaine, plus les frais administratifs, dont les frais de transaction qu'on a évoqués. Cas un petit peu particulier, du fait qu'on soit sur la blockchain, il n'y a pas besoin de tiers séquestre de type escroc, comme on peut l'avoir sur les rachats classiques. Sachez aussi qu'on est en mesure de proposer des backorders, pas sur toutes les extensions, mais uniquement actuellement sur le .eth, parce que le .eth fonctionne avec une date d'expiration. Là aussi, nos honoraires sont identiques à 96 € pour la mise en place d'un backorder sur un nom de domaine en .eth. Donc, pour récapituler les offres NFT de SolidNames, donc aujourd'hui, on a la possibilité de faire une recherche à 96 €, la possibilité de faire un dépôt, 96 € plus les débours, donc les frais du registre et des frais de gaz. On est en capacité de surveiller de nouveaux enregistrements, donc à 1 € par jour, hein, 365 € par an avec le NFT Alert, et de suivre un nom de domaine sensible avec NFT Monitoring à 10 centimes par jour, donc 36,50 € par an. Rachat, on l'a dit, 200 €. Même chose pour les backorders à 96. Et ce qu'on vous propose pour les participants aujourd'hui et jusqu'au 15 novembre, c'est, si vous le souhaitez, pour soit votre marque, soit les marques de vos clients, de vous offrir un audit d'une valeur de 96 € et également de vous offrir un abonnement à NFT Alert jusqu'au 15 novembre pour que vous puissiez tester ce service et pourquoi pas passer en abonnement payant par la suite pour cette fin d'année ou l'année prochaine. On arrive au bout de cette présentation donc de 40 minutes. Je vois qu'il y a une différente série de questions donc qu'on va regarder. Donc, premier élément, hein, le support sera à disposition. Si vous souhaitez effectuer les tests, donc vous avez nos coordonnées mail à ce niveau-là. Le replay sera aussi mis à disposition. Alors, on avait je vais reprendre les questions, donc sur les procédures de divulgation et de données d'arbitrage, une question qui était posée par Steve. Donc, on a essayé de répondre à ces questions en vous montrant les outils qui permettent d'essayer de faire de l'investigation. Après, de systèmes d'arbitrage type UDRP, OLPI, à notre connaissance, c'est pas pour l'instant en place. Et il y a des discussions qui sont vraiment sur ces sujets, entre autres au niveau ICANN. On avait une question de Fabrice sur d'autres réservations, donc d'autres extensions, ou créer sa propre extension. Donc là, on a voulu zoomer dans le temps imparti sur les Unstoppable Domains et les ENS qui sont les plus répandus, mais il existe en effet d'autres extensions. Ouais. Donc là, évoqué le point HNS, mais il y a par exemple le point SOL aussi qui est en place. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est au fur et à mesure de la professionnalisation de ces extensions, de ces noms de domaine NFT, de ces extensions, ça va être de les intégrer dans nos offres au fur et à mesure. Donc là, aujourd'hui, dans nos offres, il n'y a pas le point HNS ni le point SOL, mais nos équipes techniques, pilotées par Anthony, vont au fur et à mesure les intégrer sur ces aspects-là. Je ne sais pas si tu veux... Oui, de la même manière que nous avons intégré les New GTLD ou qu'on le fera dans le futur si de nouvelles extensions Internet classiques sont créées. On attend juste d'avoir disons des blockchains ou des extensions qui ont une masse critique suffisante pour que voilà, ce soit significatif dans les usages et puis dans notre infrastructure. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions donc d'un point de vue juridique sur le cadre, entre autres, des plateformes. Donc, les plateformes, normalement, hein, sur OpenSea ou autres, interdisent l'usage de marques ou de droits antérieurs et ont des systèmes de plainte. Toutefois, il est clair qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a, on l'a vu avec le cas d'Amazon, beaucoup de cas de cybersquatting, d'enregistrement de noms de domaine dans ce type de nom de domaine NFT. Donc ensuite, on avait une question, si un nom de domaine qui a été brûlé peut être recréé ou s'il est définitivement perdu pour tout le monde. Donc ça, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais comme ce sont des transactions qui peuvent être rejouées, je ferai un test pour vérifier si on trouve si on peut trouver ce genre d'enchaînement de transactions, c'est-à-dire un nom de domaine qui a été créé, détruit et recréé par la suite.
mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Et puis, il faut savoir aussi que chaque blockchain, chaque contrat NFT pour une extension a des règles sensiblement différentes les unes des autres. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir effectivement vérifier et qu'on peut expérimenter. Et enfin, donc concernant le cybersquatting, avec la possibilité de se retourner contre le gestionnaire de la plateforme et le contraint à supprimer un nom de domaine NFT. Donc là, c'est quand même le titulaire du wallet qui a la main sur le nom de domaine NFT. Après, ce qu'on a pu voir, j'ai en tête un article récent qu'on n'a pas évoqué ici, mais de marques qui correspondaient à des maisons de disques aux États-Unis qui ont demandé ces éléments de suppression. Il me semble que c'était à OpenSea, et OpenSea les a retirés. Donc, on a l'impression quand même que ces plateformes, c'était vraiment la jungle au tout début, mais là maintenant, avec ce mécanisme déjà de pré-protection de marque, comme on a pu le voir tout à l'heure, commence à prendre un petit peu la mesure de ces cas-là et essayer d'encadrer ces éléments-là, même s'il reste encore beaucoup de cas de cybersquatting. Le cas que tu viens d'évoquer, oui. En fait, sur OpenSea, ce qui a été demandé, en fait, c'est le déréférencement sur ces plateformes. OpenSea, ça ne fait que de la mise en relation et de la publication des offres de revente de ces NFT. Donc, c'est un peu le pendant de ce qu'on peut avoir quand on fait une plainte d'IMCA pour déréférencer un site de Google. Le site continue d'exister, mais il est moins visible. C'est la même approche. Ouais. Alors, on a une question de Gaël. Donc, une fois réservé via ce link name, est-ce que je peux transférer un nom de domaine en .th par mon wallet par la suite et quels sont les frais à prévoir pour ce rapatriement? Oui, c'est possible parce que forcément, on peut faire des transactions. Et au niveau de nos honoraires, on est à 96 € pour cette opération également, plus les frais habituels de gaz qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Celle-ci, tu l'as traitée? Oui, on a répondu à celle-ci. Si on a fait le tour, on a respecté le timing. On a publié un petit sondage, je pense que vous devez le voir normalement dans votre interface, pour vous proposer en fait différents sujets à venir sur les prochains webinars qu'on souhaite organiser. Donc on vous invite à voter. Donc on a 3 sujets qu'on souhaite vous présenter dans les prochaines semaines. Un sur la surveillance des usernames parmi les réseaux sociaux. Donc comment être alerté si quelqu'un enregistre mon nom sur un username sur Instagram par exemple, LinkedIn ou autre. Un autre sur les noms de domaine expirés avec notre service de Redemption Alert qui vous permet d'être alerté en fait quand un nom de domaine va expirer, de voir aussi un petit peu comment ça fonctionne au niveau des backorders. Et puis un sujet un petit peu plus technique, mais d'actualité, vous l'avez peut-être constaté avec nos mails, il y a dans les mails que vous pouvez recevoir de notre part, sur la sécurisation des adresses mail contre l'usurpation d'identité, et entre autres sur le système BIMI, qui est assez nouveau. Peut-être que je peux en dire quelques mots. Oui, c'est une extension en fait de ce qui a été mis en place pour authentifier l'expéditeur d'un mail en fait, donc avec tout ce qui est un protocole des marques, SPF et DKIM. Il y a un ajout supplémentaire qui permet, sur un nom de domaine qui est authentifié avec des marques, de permettre l'affichage d'un logo officiel qui est certifié avec un certificat particulier et qui permet d'avoir cet affichage dans les clients de messagerie, notamment ceux de Google, et donc d'avoir disons une valeur ajoutée, disons marketing, sur le fait que le domaine de messagerie est sécurisé. Voilà. Alors, on vous laisse répondre à ce sondage et puis on va prendre une dernière question donc, de Stéphane. Normalement, donc, sur qu'est-ce qui arrive sur les noms de domaine qui arrivent à expiration au .eth. Ça fonctionne en fait comme un nom de domaine classique en termes d'abonnement s'il est géré par Solinem. Donc, on vous fait un rappel à J90, J60, J-30 pour renouveler le nom de domaine. Et donc, soit vous confiez le renouvellement, soit il n'est pas renouvelé. S'il n'est pas renouvelé, il est supprimé à l'issue de son abonnement. Et comme on le disait tout à l'heure, quand même, sur ce cas particulier de NS, nous, on recommande à nos clients, pour limiter les frais de gaz, de prendre sur une durée supérieure, 3, 5 ou 10 ans. On a pris sur 5 ans pour tester, pour éviter ces éléments-là. J'apporte une précision. Donc, sur le point ETH, il y a une notion de période de rédemption de 90 jours à l'issue du passage de la date d'expiration. Et il y a une remarque qui est apportée, c'est si le nom est placé sur un wallet tiers, en fait, ENS Domains garde
en tant qu'opérateur du smart contract, le contrôle sur le NFT. C'est-à-dire que dans ce contrat-là, il est prévu qu'un nom de domaine qui passe sa date d'expiration, passe en période de rédemption, puis est supprimé, peu importe qui est le titulaire à un instant T du nom correspondant. Donc, si le nom de domaine expire et qu'il est passé sur un wallet tiers, c'est ce wallet-là qui aura la responsabilité de renouveler le nom s'il veut en conserver l'usage. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. On espère que ce premier événement vous a intéressé. On a essayé de faire un format court pour aborder l'ensemble de ces sujets sur lesquels on a régulièrement des questions. Donc, nous allons vous retourner donc, prochainement le support. Donc j'ai mis le lien également dans les questions. Il y aura le replay qui sera également disponible. Et puis, vous aurez également les offres que nous vous avons indiquées qui seront à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé pour tester ces offres-là. Merci à tous en tout cas. Merci à tous. Et puis à très vite. À très vite. Merci, au revoir.